troisième rencontre, après l'athéisme radical d'Annie Lebrun, après hier la rencontre avec Touria sur le soufisme. Ce soir, on reçoit Jean-Marie Pradier. Jean-Marie Pradier, dans les études théâtrales, c'est une des figures dans cette drôle de discipline qu'est les études théâtrales. C'est possible de baisser un tout petit peu la lumière. Merci. C'est une figure très très importante. On va y revenir puisque Jean-Marie a été professeur, il est aujourd'hui professeur émérite de l'Université Paris 8. Il a animé en France, voire fondé en France l'ethnocénologie, ce que l'on appelle l'ethnocénologie, qui est l'une des entrées dans cette vaste question qui est la question du théâtre, mais tu vas nous préciser ce qu'est l'ethnocénologie. Jean-Marie vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle Esthétique, corporéité des croyances et des identités aux presses universitaires de Bordeaux. L'auteur d'une œuvre assez abondante, imposante. Tu diriges la revue de l'ethnographie, tu dirigeais la revue de l'ethnographie, et tu es l'auteur d'un ouvrage qu'on peut conseiller sur la question de l'ethnocénologie qui s'appelle La scène de la fabrique des corps. C'est ça. Mais ça fait 3 fois que je prononce le nom d'ethnocénologie, donc peut-être on pourrait commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que l'ethnocénologie? Comment est-ce qu'on peut préciser ce qu'est cette théorie-là ou cet objet-là? Une parenthèse d'abord. Je voudrais remercier profondément Christophe et toi, Olivier, car la question qui vous rassemble et qui nous rassemble ce soir est fondamentale. Point. Donc ceci ne consiste pas à faire une politesse de remerciement, mais vraiment ça touche au cœur des questions que nous travaillons en ethnocénologie. Alors qu'est-ce que c'est que l'ethnocénologie? Qu'est-ce que c'est justement? Bien. L'ethnocénologie apparaît officiellement en 1995, lors d'un colloque fondateur à Paris, à la Maison des Cultures du Monde. Alors, petit a, que veut dire ethnocénologie? Pour forger un terme savant, en général, en Europe et surtout dans les humanités, on va au grec. C'est comme ça que vous connaissez le mot ethnologie, ethnographie, etc. Alors, ce que nous voulions faire, d'abord apparaît dans Théâtre public sous la forme d'un manifeste. Et je dis tout de suite que c'est bizarre pour une discipline scientifique, parce que les disciplines scientifiques ne s'annoncent pas sous forme de manifeste. C'est dans les arts, dans les lettres, etc. En biologie moléculaire, on ne fera pas un manifeste sur l'hormone ou un truc comme ça. Non, on donnera des données précises d'une expérimentation. Un manifeste, pourquoi? Parce qu'à l'origine de l'ethnocénologie, il y a 4 personnes qui sont aussi des amis, à savoir Jean Duvigneau. Vous connaissez, le nom vous dit quelque chose, Jean Duvigneau? Il est mort. Et oui, vu mon âge, il y a pas mal de gens qui sont morts. Hein. Bon. Il a d'autres qualités que d'être mort, Jean Duvigneau. Oui, parce que alors, son esprit survit. Et, alors, Jean Duvigneau est une personnalité assez extraordinaire. Il a été en poste en Tunisie, parce qu'il faut dire que parmi ces 4 copains, en quelque sorte, qui se rassemblent comme ça, tous ont vécu à l'étranger. Certains y sont nés, comme moi, je suis né à Marrakech. D'autres, comme Chérif Krasnadar, est à la fois syrien et français. Et Françoise Grund, elle, est d'origine plus ou moins allemande par sa famille, etc. Mais c'est aussi la femme de Chérif Krasnadar, directeur de la Maison des Cultures du Monde. Et il y a un point qui nous rassemble, si vous voulez, c'est la colère, la fureur contre l'ethnocentrisme. Vous savez ce que c'est l'ethnocentrisme? Précise. Alors, encore du grec, il y a le mot ethno. Le mot ethnos, en grec, ancien, voulait dire tout simplement les gens. Les gens. Et puis, progressivement, lorsque le grec est passé parmi les langues savantes de l'Europe qui se formaient, qui devenaient intellectuelles, on a appelé ethnoi
les étrangers. Et puis même, les théologiens ont parlé d'ethnoi à propos des gens qui n'étaient pas baptisés. Et puis, progressivement, au XIXe siècle, il y a une science qui s'est dégagée, l'ethnographie. Qu'est-ce que c'était? L'ethnographie, c'était l'étude des populations qui, à l'époque, étaient considérées comme, non pas sauvages, mais pas entièrement civilisées. Et même, on disait, des populations sans écriture. Et une autre discipline est née, l'ethnologie, c'est-à-dire, s'il ne s'agissait pas de graphie, donc de décrire ces populations-là, mais d'établir des théories. Et dès qu'il y a logie, de fait, ça se réfère à une théorie. Et cependant, la notion de ethnologie et ethnographie a considérablement évolué au fur et à mesure où on s'est aperçu, premièrement, que les étrangers du lointain avaient aussi une âme, donc qui n'était pas une déclaration qui a été faite, d'ailleurs avec l'aide des dominicains, pour dire que, eh bien, de même qu'on s'était interrogé pour savoir si les femmes avaient une âme, bon, après on a admis que les femmes avaient une âme aussi, on a dit, les sauvages, eh bien, ils ont une âme, simplement, il faut les évangéliser. Alors, l'ethnologie et l'ethnographie se sont développées en se débarrassant de tout ce fatras de colonialisme ou de supériorité, si vous voulez, de l'Occident, de la superbe de l'Occident et des croyances qui régnaient en Occident, de telle sorte que, en s'intéressant à ce que faisaient les gens de l'étranger, eh bien, on a forgé un certain nombre de mots, en se disant, c'est curieux, ces sauvages de l'Amazonie, par exemple, ils ne connaissent pas la chimie, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une molécule, et pourtant ils sont capables, avec des plantes, de guérir des maladies que nous ne savons pas guérir. Alors, on a appelé la science qui croisait la connaissance des chimistes avec celle des sauvages l'ethnobotanique, l'ethnopharmacologie, l'ethnoanatomie pour l'anatomie, etc. Et dans les arts, alors c'est intéressant parce que on a pris le modèle de ce que l'on appelait les ethnosciences, c'est-à-dire croiser donc les connaissances des gens qui ne travaillaient pas selon les formules académiques habituelles avec les savoirs locaux. Parce que tous les gens savaient quelque chose. Au fin fond de la forêt vierge, il y avait des gens qui étaient très forts pour savoir, par exemple, s'il y aurait une tempête le lendemain, etc., alors qu'il n'y avait pas encore les ordinateurs pour le prévoir. Alors, dans les arts, ça a été beaucoup plus compliqué. Par exemple, l'ethnomusicologie, elle, est arrivée en premier, avec une idée un peu révolutionnaire, à savoir que les sauvages ne faisaient pas simplement du bruit avec leur tam-tam, etc. Ils faisaient de la musique. Alors c'est intéressant parce que ce sont à la fois des musiciens et des anthropologues qui ont fondé cette discipline qui s'est appelée, et vous connaissez certainement le mot, l'ethnomusicologie. Et il y a eu, bien sûr, des révolutionnaires parmi les ethnomusicologues, de même qu'il y avait d'affreux colonialistes encore, et il y en a encore toujours. Par exemple, notamment, oui, parmi les anglo-saxons. Les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques et moins enclins à projeter des théories sur les autres. Et un ethnomusicologue très célèbre, anglais, qui est devenu par la suite américain, a dit « La musique de Mozart est une musique ethnique ». Alors vous imaginez comment nous, les Européens, on serait aussi des ethnos, des ethnoi? Eh bien oui.
Et cela s'est développé avec l'intérêt pour les peintures. Mais le dernier lieu de résistance, là où l'ethnocentrisme dominait à fond, c'était quoi? Le spectacle vivant. Avec, par exemple, l'habitude de tout comparer avec ce qui, notamment en France, était au sommet des arts du spectacle vivant, le théâtre. C'est ainsi que, encore aujourd'hui, peut-être vous l'avez entendu, il y a des gens qui parlent de pré-théâtre à propos de formes comme le koteba, qui sont pratiquées en Afrique subsaharienne, ou, par exemple, au Maroc, à propos de la halka, on va dire, par exemple, c'est un pré-théâtre en rond. Alors, pré-théâtre, ça veut dire, c'est presque le théâtre, hein, il faut un petit effort, vous arriverez au vrai théâtre. Le théâtre classique français. Bon, alors c'est un problème intéressant d'anthropologie. Alors nous étions furieux contre ça, nous étions furieux aussi, et je le suis toujours, ce qui me vaut des inimitiés parmi mes collègues, quand les gens parlent d'opéra de Pékin, au lieu du Qingju, qui est un sous-ensemble du Qiju. Les Chinois ne connaissent pas le mot opéra. C'est venu d'Europe, mais vous avez les premiers voyageurs invités à la cour, etc., sauf les jésuites d'ailleurs, enfin on en reparlera, qui ont dit « Ah, c'est curieux, ces spectacles, ils sont très bien faits, et ça ressemble un peu à du Shakespeare. » Un ambassadeur a écrit ça, hein, dans le bouquin de Darobert, c'est cité. Et puis on a dit « C'est bizarre, parce que les spectacles chinois, c'est à la fois parler et chanter. En fait, c'est de l'opéra. C'est leur opéra. Un peu comme si, vous voulez, en parlant du couscous, on dirait, oui, c'est le bœuf en daube des Marocains. C'est absurde. Mais ça existe encore. Alors, on était furieux, comme ça, et puis, enfin, j'ai noté tout ce que l'on trouvait universel dans les études théâtrales, la notion de catharsis, par exemple. Ah, la catharsis aristotélicienne. Mais c'est horriblement ethnocentrique. Ah oui, la notion de vrai, de faux, mais ça n'existe pas, ça n'existait pas dans la langue chinoise, le vrai et le faux. On parlait de juste. Un acteur est juste, un performeur est juste, mais il n'est pas vrai. Pour qu'est-ce que c'est le vrai? Bon, etc., etc. Bon, bref. Et donc vous créez l'ethnocentrologie. Alors, nous disons, enfin, ça c'est une longue histoire, mais je vais raccourcir. Hein, je dis un jour à Shérif Kasnadar, à Duvigneau, parce que Duvigneau avait écrit là-dessus. Il avait dit la malédiction du théâtre occidental qui est allé faire le missionnaire dans des pays. Et d'ailleurs, dès que les missionnaires arrivaient quelque part, qu'ils soient laïcs ou religieux, ils faisaient faire du théâtre. Même en latin, comme en Corée. Vous voyez, mais du théâtre, avec les règles. Bon. Alors, on s'est dit, il faut lancer un mouvement. Puisqu'il y a l'ethnomusicologie, eh bien, on va créer un mouvement pareil pour le spectacle vivant. Et c'est là où on s'est disputé. Parce que on dit, mais comment on va appeler ça? Tout le monde parle du théâtre. Regardez les bibliothèques, il y a le théâtre indien, le théâtre japonais, le théâtre balinais, le théâtre saharien, etc., etc. Et moi, je luttais contre ce que j'ai appelé d'ailleurs l'ethnocentrisme nominal, c'est-à-dire on ne peut pas prendre un mot qui a une valeur non pas descriptive, mais normative. Puisque dès le XVIIIe siècle, en Europe, on a dit il y a des peuples qui ont le théâtre et des peuples sans théâtre. Et le théâtre est un marqueur de civilisation. Si vous voulez savoir si une société est civilisée, elle a du théâtre. C'est pour ça que les Japonais, les Indiens et les Chinois
ont bénéficié, si vous voulez, d'une certaine reconnaissance de la part des Occidentaux, parce que leur spectacle était assez extraordinaire et qu'on pouvait y retrouver certaines règles de l'esthétique occidentale, par contresens d'ailleurs. Alors, j'ai dit, il ne faut pas appeler ça ethno-théatrologie, parce que ça serait vraiment colonial, puisqu'en chinois, le mot théâtre n'existe pas, il y a qiju. Bon. Alors, qu'est-ce que le théâtre? Sur le plan ethnocénologique, c'est-à-dire si on se débarrasse des a priori culturels, le théâtre est un sous-ensemble des pratiques spectaculaires humaines. Ah! Vous savez ce que c'est un sous-ensemble? Un ensemble, c'est un grand truc comme l'Europe. Et puis il y a des sous-ensembles nationaux, les États, et puis il y a des sous-ensembles qui sont les régions, etc. Ouh, mes collègues ont dit, on n'est pas un sous-ensemble. Alors, j'ai trouvé la solution chez les Grecs. Scéno. Le mot scénos en grec veut dire deux choses. La première, c'est la scène que vous connaissez bien, et quand on parle de scénologie, tout de suite vous pensez à scénographie, à des trucs comme ça. C'est familier. Hein? En fait, ça voulait dire l'espace couvert. Un espace couvert où les comédiens, qui étaient des hypocrites, comme on les nommait en grec, revêtaient le masque. Et cela avait le sens aussi d'une tente. Une tente. Mais il y avait un autre sens beaucoup plus juteux. Sténos, dans le vocabulaire hippocratique, ça veut dire le corps. Le corps. Alors là, c'est une prise de position. Et, enfin, sans être trop pédant, je dirais c'est une prise de position mossienne, c'est-à-dire la reconnaissance de l'unité psychosomatique. Non pas le dualisme, mais l'entièreté de la personne. Alors on a dit, voilà, on va appeler notre objet d'étude, notre discipline plutôt, l'ethnocénologie, c'est-à-dire l'étude des incarnations de l'imaginaire. Comment l'imaginaire s'incarne et va se montrer dans des spectacles qui sont interprétés par des performeurs. Mot de l'ancien français qui veut dire des gens qui font l'action. Et que les Américains ont repris, heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement on l'aurait perdu. Alors, par ailleurs, pour bien préciser quand même, parce que aujourd'hui je ne suis pas sûr que ça... Mais quand est apparue l'ethnocénologie, moi je commençais mes études, c'était un champ de bataille. C'est-à-dire que l'université était, les études théâtrales étaient vraiment à feu et à sang sur cette question. Ah oui, là c'est cette question. Ah, oui. Et ce que décrit Jean-Marie sur le colonialisme inconscient des études théâtrales, c'était tout à fait, et par ailleurs ça l'est encore en grande partie. Oui. Qu'est-ce que l'ethnocénologie qui maintenant donc a une vingtaine d'années, voire 25 ans d'existence, et qui donc s'est dotée d'outils, s'est dotée de méthodologie, qu'est-ce que l'ethnocénologie peut nous apprendre sur le rapport entre le sacré et le spectacle? Ah, ça c'est une question fondamentale, puisque, comme je te le disais tout à l'heure, le dernier colloque d'ethnocénologie a eu ce thème comme objet central de rencontre, qui est repris dans les actes que tu as cités. L'ethnocénologie travaille sur la notion d'imaginaire, mais telle qu'elle est conçue aujourd'hui par l'ensemble des disciplines scientifiques, car l'ethnocénologie se veut pluridisciplinaire, de telle sorte que nous convoquons les sciences humaines dans leur ensemble, bien sûr, et notamment l'historiographie, la littérature, la linguistique, la sociologie, la psychologie, mais aussi les sciences du vivant, comme l'éthologie, c'est-à-dire la biologie du comportement, l'étude du monde animal, et aujourd'hui,
la biologie de la nature, l'écologie. Au moment où je vous parle, des neurologues s'intéressent au bios, comme dirait Eugenio Barba d'ailleurs, au vivant, n'est-ce pas, des plantations, en disant attention, jadis, peut-être pas certains d'entre vous, mais moi je suis l'héritier, toi aussi, d'une culture. Mais oui, avant, je te dirais si oui. Oui. Qui distinguait le règne donc minéral, végétal, animal et humain. Première révolution, quand avec Darwin, on dit l'humain, on le fait rentrer dans le règne animal. Vous imaginez, là il y a eu de l'eau dans le gaz. Bon. Puis, autre étape aujourd'hui, donc en 2018, le végétal entre dans le règne du vivant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les réformateurs du théâtre, donc historiquement, et du théâtre européen, occidental, ont pris comme point de départ l'étude du vivant. Et par exemple, Eugenio Barba, dont on parlera peut-être, donc le fondateur de l'Odile Théâtre, parle toujours du bios de l'acteur. Le bios de l'acteur, dire la vie qu'il y a en vous. Parce que la spécificité du spectacle vivant, c'est de ne pas être médiatisé par les technologies. Alors, je dois dire, puisque tu parlais des bagarres, j'ai soutenu en 1980 une thèse d'État sur la question. Et comme je vivais à l'étranger, je n'ai pas eu d'ennui, et elle a été acceptée par les autorités. Et je n'ai pas pu la publier, parce que je travaillais sur les fondements biologiques du spectacle vivant. On m'a dit, mais ça c'est du blasphème. Alors j'ai commencé à publier en anglais. Et les Anglais, très bien, aucun problème. Ce qui veut dire, si vous voulez, que quand on parle d'Occident ou d'Orient, ça ne veut rien dire. Parce que c'est composé de mentalités, d'héritages différents, et même à l'intérieur, par exemple, des études théâtrales en France, vous avez des gens qui sont pour telle théorie, d'autres pour telle autre, etc. Et ça se dispute, et de la dispute naît peut-être des travaux complémentaires, etc. Ça se disputait. Ça se disputait, oui. On peut revenir à l'imaginaire, puisque tu... L'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Nous appartenons à une espèce, donc une espèce animale, qui n'est pas spécialisée. Elle n'est pas spécialisée. Nous n'avons pas une langue commune, mais nous avons des potentialités communes. Par exemple, l'aptitude à l'acquisition du langage. Ça, dans l'espèce humaine, tout le monde l'a. Bon. Et vous voyez que cette aptitude, après, elle dépend des apprentissages, etc., etc. Il y a une autre aptitude qui est fondamentale dans l'espèce humaine, c'est la capacité d'envisager au-delà de l'immédiat. C'est-à-dire, je suis capable d'imaginer ce qui pourrait exister en dehors de cette salle, en dehors du champ dans lequel se trouvait ma ferme, en dehors même de la France, et même, si vous voulez, l'ethnocentrisme est fondé un peu là-dessus. Cette capacité de l'imaginaire, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. On va imaginer les Martiens, par exemple. Vous en avez vu. Ils sont petits, avec un long nez, comme ça, une trompe verte, etc. Bon. Mais l'imaginaire, c'est ce qui permet d'accéder aux mathématiques. Et d'ailleurs, très tôt, le génie mathématique est né de la recherche de l'absolu, de l'infini, de qu'est-ce qui se cache au-delà de ces accidents. Comment se fait-il que la pluie arrive à telle époque? Comment la prévoir? Il faut imaginer. La science est fondée sur l'imaginaire. Mais dans l'imaginaire, vous avez la possibilité aussi
d'envisager un idéal qui irait vers l'infini. Parce que l'imaginaire, si vous voulez, se travaille. Un imaginaire pauvre, c'est un imaginaire qui tourne en rond. Un imaginaire qui se nourrit par des tas de techniques qui ne sont pas toutes académiques, d'ailleurs, comme la méditation, l'observation, la marche, le mouvement, etc., etc. Bon, l'imaginaire permet d'envisager un absolu. C'est pour ça que le sacré, alors, si vous voulez, dans une perspective qui est un peu jargonesque, puisque c'est celle de l'ethnocénologie, le sacré, c'est un terme qui gêne, parce que c'est un terme d'abord du vocabulaire, euro-américain. Le mot sacré n'existe pas dans la langue chinoise. Il y a d'autres termes pour le dire qui ne sont pas exactement la même chose. D'ailleurs, entre parenthèses, la question de la traduction nous obsède en ethnocénologie. C'est pour ça que nous détestons le mot opéra de Pékin. Et nous savons que l'espèce humaine est capable d'avoir des lexiques et des vocabulaires pour désigner des objets qui n'existent pas dans ma culture, c'est-à-dire dans mon héritage. J'avoue mon incompétence dans des centaines de langues. Or, chacune de ces langues représente une cosmologie, c'est-à-dire une représentation du monde. Vous voyez ? Alors que c'est par le travail de l'imaginaire que je peux décoincer comme cela mon propre réductionnisme. Par exemple, le mot universel, qui est un mot très dominateur, le mot universel a été inventé par les sociétés européennes dominatrices et colonialistes. Et oui, parce que le mot universel est très ambigu, c'est l'un de ces termes, c'est pour ça que nous travaillons beaucoup en linguistique, nous accordons beaucoup si vous voulez, de poids à la lexicographie, la lexicologie, à l'histoire des mots, des termes, etc. Enfin, il y a des mots savants pour ça, je ne vais pas vous encombrer. Mais pour revenir à ces termes-là comme universel, le mot universel est sous-tendu, on le voit très bien aujourd'hui avec les positions économiques des grandes puissances et politiques, par l'idée qu'il y aurait un ordre universel qui pourrait correspondre à un idéal absolu. Bon, à la condition qu'il soit dominé par M. Trump ou par quelque autre grand homme, parce qu'il y a beaucoup plus de grands hommes que de grandes femmes pour le moment au pouvoir. Bon, il y a des grands hommes qui sont un peu inquiétants. Alors, l'imaginaire permet, si vous voulez, d'envisager l'inenvisageable. Et ceci apparaît dès les premières émergences de Homo sapiens. Homo sapiens devient sapiens, c'est-à-dire sage, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui dépasse son petit ego. Et on le voit, par exemple, dès qu'il commence à s'intéresser au rituel funéraire. Pourquoi ? Parce qu'il imagine quelque chose d'autre. Alors, le mot sacré, bien sûr, comme tous ces mots-là, là j'ai fait une petite liste, mais je ne vais pas la donner tout de même, ça serait trop cuistre. Mais le mot sacré est ambigu parce que dès que vous parlez de sacré, à quelqu'un comme ça, qui n'est pas comme vous, donc qui n'a pas beaucoup d'imaginaire, il va dire « Ah, ça, moi je suis laïcard, hein. Moi je suis un vrai laïcard, le sacré, tu peux te le mettre... Bon. » Dites ça à un mathématicien, un grand, un très grand mathématicien, il dira « Ah, vous appelez ça sacré? Oui, moi j'ai ça, là. » Et il va vous mettre au tableau plus l'infini, etc. C'est-à-dire des potentialités. Et c'est là où, si vous voulez, la notion de sacré est ambiguë, parce qu'elle se trouve dans un espace qui est plein de malentendus. Le mot religion, par exemple. Bon, alors, le sacré
c'est cette potentialité, se réfère à cette potentialité de l'imaginaire humain par laquelle il peut envisager un idéal d'absolu. Alors, idéal de la beauté. Je ne sais pas si j'ai le temps de donner l'exemple des Grecs. Si tu as le temps de donner les exemples. Bon. Les Grecs, ils n'étaient pas les Grecs anciens, c'était pas orthodoxe. Et c'était de gros païens. Mais ils avaient beaucoup de dieux et de déesses, qui étaient d'ailleurs très sexués, et qui, dans l'imaginaire grec, habitaient la cité, habitaient les villages, habitaient la nature. Ils étaient là, et ils étaient vivants, et ils pouvaient se métamorphoser, notamment Zeus lorsqu'il voulait séduire une jeune fille. Bon, ça c'est autre chose. Mais dans l'imaginaire grec, les dieux sont des surhommes, des surfemmes, d'une beauté telle qu'on ne peut pas l'imaginer. Alors, les sculpteurs grecs vont dire, je m'y attelle, je vais essayer de représenter la beauté absolue. Et la déesse Callipyge, c'est-à-dire étymologiquement la déesse aux belles fesses, la déesse Callipyge, c'est la représentation de la beauté absolue telle que l'esprit humain pouvait se l'imaginer à cette époque-là. Et si ça vous intéresse, lisez des grands hellénistes comme Vernon, etc. Jean-Pierre Vernon, qui parle de surcorps. Les dieux grecs ont un surcorps. Et toutes ces statues qu'on voit maintenant au Louvre, toutes blanches, bien nettoyées, etc., en fait, elles s'étaient enduites d'huile, couvertes de bijoux, d'or, de pierres précieuses, parce que c'était le Dieu dans sa beauté absolue. Alors c'est intéressant, parce que dans le christianisme, où au contraire, il y a sur la croix un homme jeune qui est crucifié, mais c'est aussi le symbole d'une impossibilité que quelqu'un comme Valère de Varina, qui est un poète mystique et dramaturge très intéressant, actuel, contemporain, va appeler la kénose de Dieu. C'est-à-dire, pour se représenter l'amour absolu, l'amour qu'on ne peut pas imaginer. L'amour qu'on ne peut pas imaginer, et comme malheureusement personne de nous le vivra. Bon. Absolu, sans faille, éternel, miséricordieux, tolérant, absolu, éternel. On va imaginer qu'un Dieu, c'est-à-dire plus l'infini, quelqu'un qui n'a pas de nom, qui n'a pas de matière, mais qui est tellement loin, tellement grand. D'ailleurs, Allah, il est invisible parce qu'il n'est pas réductible. Mais ce Dieu-là va imaginer que pour sauver les hommes, il va leur envoyer son fils qui est aussi lui-même, et que ce fils va se faire tuer pour le salut des hommes. Alors là, il faut beaucoup d'imagination pour imaginer un truc comme ça. Mais ça donne le christianisme. Et c'est là où on va justement, alors sur le plan ethnocénologique, entrer dans une confusion totale. Lorsque l'imaginaire va s'institutionnaliser, donc lorsqu'il va entrer en institution, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi concrètement, lorsqu'il va devenir une théorie qu'on va mettre dans les livres, et avec des chefs, des sous-chefs, etc., etc., il y a des êtres humains. Lorsque l'imaginaire, donc, devient institutionnel, c'est-à-dire il faut croire à. Par exemple, tous les petits Français ont appris, enfin avant, plus maintenant je crois, que nos ancêtres les Gaulois. Puis après, beaucoup encore pensent que Jeanne d'Arc était une héroïne. Et surtout, alors là, les Français sont très forts là-dessus, les Français sont cartésiens. Alors il suffit de voir comment ils se comportent pour voir qu'ils ne sont pas tellement cartésiens. Et ce sont des mythes, c'est-à-dire de l'imaginaire qui s'est institutionnalisé dans la culture. Et à tel point que, par exemple, quand Damasio va écrire son fameux bouquin sur les émotions, en disant
en lui donnant comme titre « L'erreur de Descartes ». Parce que même dans l'imaginaire des Américains, on parle toujours du Cartesian dualism, le dualisme cartésien, alors que Descartes était trioliste. Je vous le signale. Oui, parce que à son époque, il fallait faire la distinction entre l'âme, l'esprit et le corps. L'âme, c'était l'affaire des théologiens. Et Descartes, qui avait été élevé chez les jésuites, avait appris que certains jésuites qui défendaient des thèses très scientifiques avaient eu le malheur de parler de l'âme. Or, l'âme, c'était réservé aux théologiens. Donc, Descartes ne va pas parler de l'âme. Il va parler du psychisme. Mais en même temps, lorsque Gassendi va vouloir enquêter sur l'incroyance de Descartes, qui est réfugié d'ailleurs aux Pays-Bas, pas très loin d'ici, eh bien, il va envoyer un espion et qui va demander à Descartes quels sont les livres que vous lisez. Quels sont les livres? Pour voir si c'était des livres orthodoxes. Alors Descartes l'amène dans une étable, il lui montre une vache et lui dit voilà le livre que je lis. Pourquoi? Parce que Descartes était féru d'anatomie. Mais vous savez que l'anatomie, à un moment donné, a été interdite par l'Église catholique, etc., etc., etc. Alors, oui. Juste revenir sur l'ethnocénologie, l'apport de l'ethnocénologie sur le sacré. Ah, sur le sacré. Alors, justement, premièrement, nous disons, le sacré est au cœur de l'humanitude, le sacré. Ce qu'il faut étudier et lever comme piège, c'est tous les malentendus qu'il y a. Par exemple, alors là je vais vous dire, ces mots comme magie, sorcellerie, animisme, superstition, divination, hospice, pratique divinatoire, etc. Et surtout, la notion d'orthodoxie. Alors, en général, d'ailleurs, quand on fait de l'anthropologie des religions, on s'aperçoit que les gens qui se disent croyants, en fait, ont une forme de rapport à la croyance qui est académique, c'est-à-dire qui repose sur l'acceptation d'un dogme. Par exemple, la notion de vérité. Je vous ai dit que dans la tradition philosophique chinoise, la notion de vérité est inexistante. D'ailleurs, les Japonais ont été tellement malins que, voyant qu'il fallait une religion, pourquoi? Parce que la religion permet d'assembler. C'est institutionnel, et donc ça permet d'assembler, d'avoir des communautés, donc de faire fonctionner la société. Eh bien, le pouvoir impérial a créé tout simplement sa propre religion, la religion officielle, shintoïsme, qui est un mélange syncrétique, dirait-on, de un peu de bouddhisme, un peu de ceci, un peu de ceci, un peu de ça. Bon, alors, en ethnocénologie, pour nous, le sacré est fondamental. Il faut déblayer le terrain et ne pas confondre le rapport à l'orthodoxie, alors encore deux termes d'origine grecque, orthos, l'ortho comme orthopédie, c'est quelque chose qui est droit, qui est correct, et doxie, c'est la doctrine. La doctrine. Or, justement, l'imaginaire, a priori, si on le considère d'un point de vue pluridisciplinaire, il n'a pas de doctrine, puisqu'il est en chemin, c'est un développement, c'est un processus. Qu'est-ce que l'on va imaginer d'ici un siècle sur Terre? On ne sait pas. En revanche, en ethnocénologie, nous empruntons aux sinologues la notion d'orthopraxie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Il s'agit de respecter non pas une doctrine, mais des pratiques. Des pratiques. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se réclament d'une croyance, au sens très large du terme, non pas simplement le sacré, mais on peut croire en tel gourou, en les produits bio, etc., etc. En fait, ils
leur comportement est fondé sur des règles d'usage, sur des pratiques. Et on en revient à Marcel Mauss, qui est un grand bonhomme, lui aussi il est mort, mais c'était en 1950 et quelques, donc ça fait longtemps. Marcel Mauss, qui est un anthropologue de génie et qui a inventé la notion de technique du corps, qui aujourd'hui est développée dans tous les domaines, y compris la psycholinguistique, l'ethnocénologie, etc., etc. Technique du corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la culture, une culture, quand les gens se réclament, ça c'est ma culture. En général, on croit qu'il s'agit d'un capital de symboles, de connaissances, d'images, de représentations, de connaissances, etc., etc. Et Marcel Mauss, bien avant le grand japonais Tadanobu Tsunoda, a montré que le corps lui-même était, façonné par la culture. C'est-à-dire, la façon que vous avez de vous marcher, de vous étendre, de croiser les jambes ou non, de respirer, de parler, tout ça, c'est votre corps qui le fait, bien sûr. Vous ne respirez pas avec un esprit ou avec des symboles, vous respirez véritablement, jusqu'à la mort. Bon. Mais cette façon-là, elle est façonnée par des apprentissages que vous avez commencé à entreprendre dès le stade fœtal. Quand vous étiez, quand je dis vous, je pourrais dire moi aussi, j'ai été fœtus aussi dans ma vie. Dès le stade fœtal, nous sommes imprégnés d'odeurs, donc d'hormones, de sensations, de mouvements, de sons qui laissent des traces dont on n'a pas fini de faire l'inventaire et qui vont se développer au cours de ce que l'on appelle l'ontogénèse, c'est-à-dire le développement personnel, biologique, psychologique, spirituel, tout ce que vous voulez. Notre corps lui-même est une bibliothèque, si vous voulez, de telle sorte que vous avez des gens, par exemple, qui, si on prononce un mot ou s'ils ne font pas quelque chose, vont être malades. Alors, on cite, par exemple, alors on va mettre ça du côté de la superstition, des gens qui s'évanouissent si on leur fait manger un produit interdit. D'ailleurs, toutes les religions ont des interdictions, comme si l'imaginaire avait imaginé la façon de quelle couleur de slip, quelle couleur de robe, quelle couleur de ceci, quelle couleur de coiffure, quelle couleur de ceci, comment faut-il faire, etc., saluer, etc. Ça relève du protocole, c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire, mais ça correspond à l'orthopraxie. Et c'est nécessaire. Si nous n'avions pas intégré ces règles-là, nous serions complètement incohérents, même corporellement. Et d'ailleurs, les malentendus que l'on dit interculturels, c'est-à-dire entre personnes qui relèvent, qui viennent de ce qu'on appelle les cultures différentes, eh bien, viennent de là. Exemple. Un exemple sérieux, cruel, ou un exemple un peu coquin? Les deux. Bon. Et après, on passe à barbare. Ah, très bien. Pendant la Deuxième Guerre mondiale... Oui, tu choisis lequel? Tu commences par lequel? Enfin, on verra, vas-y. Coquin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que les troupes américaines étaient stationnées en nombre en Grande-Bretagne. Et que, pour remonter le moral des troupes qui allaient se faire massacrer, sur les plages de Normandie et ailleurs, eh bien, on organisait beaucoup de soirées dansantes, de rencontres, etc. Eros rencontrait Thanatos. Bref. Et il y avait toutes les petites Anglaises, les Anglais étaient au front, mais les petites Anglaises, eh bien, elles se trouvaient en contact avec les GIs. Et en Angleterre, eh bien, quand on rencontre quelqu'un, on faisait, un peu comme en France, bisous, bisous. En France, c'est terrible, d'ailleurs, vous connaissez ce rituel des Français. D'ailleurs, ça dépend des régions.
Bon. Mais faites ça à un hindou, il sera profondément choqué. Bon, revenons à mon histoire d'Angleterre. Les GIs, immédiatement, sautaient sur la fille, l'emportaient dans leur jeep et zig-zig. Et les jeunes Britanniques, les jeunes filles britanniques disaient « Ces GIs, ils sont vraiment cochons, hein. Ce sont des brutes, des obsédés sexuels. » Et les GIs disaient « Ces Anglaises, qu'est-ce qu'elles sont faciles !» Eh oui, parce que le bisou n'avait pas la même signification. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses et cruelles, les gangsters japonais. Lorsque les premiers Européens sont arrivés au Japon, ils ont trouvé que les Japonais étaient fourbes, cruels et menteurs. Ils ont dit la même chose, d'ailleurs, des Chinois. Et ils disaient, ils vous regardent jamais dans les yeux. Et heureusement, parce qu'au Japon, surtout parmi les gangsters, croiser le regard de quelqu'un, c'est un peu comme jeter son gant à la figure de quelqu'un. C'est lui faire une proposition, on se bagarre, tu la veux, la châtaigne? Voilà. Ce qui fait que les Japonais et les Chinois ont dit ce sont des barbares, et ils ont appelé les Occidentaux des barbares, et les Occidentaux ont appelé les Chinois et les Japonais des menteurs, des fourbes, etc. Voilà. Il n'y a que les jésuites qui s'en sont sortis avec Matteo Ricci, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été expulsés de Chine, pas par la faute des Chinois, mais par la faute des jaloux dominicains, franciscains et autres. Une dernière question de ma part, et puis après on ouvrira pour un petit moment, mais très court de discussion, sur une figure absolument essentielle, et pour l'ethnocénologie, et pour l'anthropologie théâtrale, qui est celle de Eugenio Barba. Est-ce que tu peux juste dire en 2 mots qui est Barba? 2 mots. Et après, l'importance de Barba, aussi sur cette question du sacré. Très bien. Merci. Eugenio Barba, né à Brindisi dans les Pouilles, au sud de l'Italie, en octobre 1936. Donc, plus jeune de 3 ans de Jerzy Grotowski, qui est né en 1933. Eugenio Barba, après avoir eu un papa qui travaillait pour les fascistes, mais qui est mort, après une campagne en Abyssinie, s'est retrouvé orphelin. Grâce à Dieu, dit-il, parce qu'il prend la poudre d'escampette, et alors que sa famille voulait en faire un juriste, il fait du stop, et bien sûr, à l'époque, vous savez que les Italiens étaient très chauds du côté de la Suède, de la Norvège, etc., qui avaient la réputation que vous savez. Il part pour la Norvège, en entendant sa plainte d'anthropologie historique. Alors, Eugenio Barba va avoir une vie d'errance, mais malin comme un singe, il va travailler pour n'importe quoi pour survivre. Il va devenir, par exemple, marin, parce que il avait découvert l'Inde dans les bouquins, et il voulait partir pour l'Inde. Et à l'époque, partir pour l'Inde, il y avait des bateaux. C'est juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il se fait marin. Puis, ça ne va pas, ou il change, il fait des études en anthropologie, en français, en littérature, etc. Je dois dire d'ailleurs qu'il a 12 doctorats honoris causa aujourd'hui. Hein. Bon. Et il travaille ensuite dans un atelier de tôle pour construire des appareils de chauffage pour l'armée norvégienne. Puis après, il dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, il avait l'habitude d'aller au théâtre. Pourquoi? Parce que c'était pas cher. C'était moins cher que le cinéma, et il achetait les places que l'on appelle en France le poulailler, c'est-à-dire celles qui sont tout à fait là-haut dans les théâtres, qui sont... On n'y voit rien d'ailleurs, hein, si vous allez à la Comédie Française, poulailler, tout ça, vous ne voyez rien. Mais c'est pas cher. Et au premier acte, à l'époque il y avait des actes et des entr'actes, il descendait avec la compagne qui voulait séduire, parce que pour séduire les filles, il les amenait au théâtre. C'est bien.
et il se mettait au premier rang, qui avait été déserté par la plupart des spectateurs. Et en voyant le jeu des acteurs, il se disait, il n'y a pas beaucoup d'imagination. Je prévois toujours ce qu'ils font. Et il s'est intéressé donc au théâtre comme ça, et il a eu une bourse de l'UNESCO pour partir en Pologne. Et à l'époque, la Pologne était sous régime soviétique, fermée, etc., etc. Là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il navigue, il regarde au conservatoire de Varsovie, etc. Et puis un jour, il y a un bonhomme qui lui dit, « Ah, toi, l'Italien, tu devrais t'intéresser à l'un des nôtres. Il est bizarre, il s'appelle Jerzy Grotowski, il est dans une petite ville perdue, et il fait des trucs bizarres. Il fait de la recherche. » Ah, ben d'accord. Barba y va, il est séduit. Il dit, tiens, ça, j'avais jamais vu ça. Puis il repart, il revient, et Grotowski, donc, qui avait presque son âge, lui dit, écoute, reste, deviens mon assistant. Barba, tout jeune, une vigueur fantastique, y compris aujourd'hui, se dit, ah, c'est fantastique, je vais faire connaître Grotowski au monde. Et bon, je ne raconte pas tout ce qu'il a fait pour faire connaître Grotowski au monde jusqu'aux États-Unis. En tout cas, la bourse finie, il remonte en Norvège, et là, il a une idée. Il se dit, je vais fonder moi aussi un théâtre, comme chez Grotowski. Et en résumé, qu'est-ce que c'était? Robot, robot, robot. En polonais, travail, travail, travail. Mais explorer l'imaginaire à tout craint. Un imaginaire qui allait dans tous les sens. Quelle méthode pour la voix? Quelle méthode pour ceci? Quelle méthode pour cela? Et en 1964, il lance un appel en disant, tous ceux qui veulent faire du théâtre avec moi, italiens, donc un émigré. D'ailleurs, il avait eu des problèmes parce qu'il ressemblait un petit peu à un berger grec à l'époque. Hein, le teint un peu basané, les cheveux bouclés, et c'était la guerre d'Algérie, il s'était fait arrêter d'ailleurs par la police française à Paris. Il met des annonces comme ça, et puis il y a un certain nombre d'acteurs, de comédiens ou de jeunes comédiens qui viennent, et puis ils disent, oh là là, mais il nous fait travailler comme des dingues, 10 heures par jour, etc., ils partent. Alors Barba se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas abandonner. Alors il essaie de contacter tous les jeunes acteurs qui avaient été refusés au concours d'entrée au conservatoire, mais qui en voulaient. Il leur dit, écoutez, on vous a refusé au conservatoire, venez travailler avec moi. C'est l'aventure. On n'a pas de pognon, on n'a pas de lieu, et ils ont trouvé un abri anti-aérien en béton, insalubre, plein d'humidité, et en octobre 1964, il va fonder ce qu'il appelle l'Odin Théâtre. Le nom vient d'un dieu, justement, on arrive encore au sacré, d'un dieu donc nordique. Et là, ils commencent à travailler, à tel point qu'ils vont faire un spectacle qu'ils vont présenter, qui va être connu par quelques curieux. D'ailleurs, Barba a le génie de l'organisation. Il sait se faire connaître. Il n'avait pas d'argent, mais il avait l'entre-genre. Parce que, n'oubliez pas, la qualité première d'un artiste, c'est savoir survivre. Savoir survivre. Sauf si vous voulez devenir fonctionnaire, c'est autre chose. Bon. Et à la Biennale de Venise, ils font un tabac qui va les propulser. Tout le monde va en parler. Des gens comme Fumaroli, qui est maintenant au Collège de France, professeur, etc., va être éperdument plein d'admiration avec eux, etc., etc., etc. Alors, Barba, qui est cette ténacité, cette force psychique, mentale, ce volontarisme incroyable, étant lui-même métèque dans les pays nordiques, étant reçu, alors, non pas en Norvège qu'il va quitter, mais au Danemark, où il tombe sur des dingues, un maire dingue, comme il en existe certainement,
qui mettait beaucoup d'argent dans une toute petite ville, beaucoup d'argent dans les arts, qui était fou de Giacometti, et par des rencontres, il lui propose de venir s'installer. Comme ça, à Holstebro, au Danemark, dans le Jutland, un pays marqué par le protestantisme, de telle sorte, m'a-t-il dit, qu'il y a les gens qui se promènent avec, dans la main droite, la Bible, et dans la main gauche, le carnet de chèques. Les gens qui travaillent. Et ça va poser un problème, d'ailleurs, parce que la base de l'Odine Théâtre, c'est précisément l'exercice. Et tous azimuts, de telle sorte que les gens vont dire, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas des spectacles. Non. On en fait un, comme ça, un par an, quelquefois. Et qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Eh bien, nous travaillons. Et à partir de là, il a inventé des méthodes de formation, il a ouvert des ateliers, il s'est fait connaître par l'UNESCO, et à tel point qu'un jour, on va lui confier un immense atelier de théâtre à Belgrade, à l'époque où, c'était les années 60-70, existait ce que l'on appelle le théâtre de groupe, le théâtre di gruppo, les gruppi di teatro. Hein? Parce que c'était surtout en Amérique latine. C'était un peu en Italie, mais qui était très agité par les années sombres à l'époque. Et qu'est-ce que c'était ces groupes? Des gens qui étaient des marginaux, mais qui avaient un besoin irrésistible de faire du théâtre. Et qui vivaient en commune, quelquefois sans argent, sans rien. Et ça s'est développé à tel point que c'est devenu un phénomène mondial. Alors, Barba, d'ailleurs, a inventé à ce propos la notion de tiers-théâtre. Parce qu'il y a le premier théâtre, c'est le théâtre officiel. Le théâtre officiel, majoritaire, subventionné par l'État, etc. Le deuxième théâtre, c'est le théâtre d'avant-garde, reconnu comme tel par les critiques. Hein? Parce que si vous n'êtes pas reconnu par les critiques, vous n'existez pas. Mais si on vous classe dans les avant-gardes, c'est bien. Donc il faut être classé. Et les autres, c'était des déclassés, des inclassables. Alors c'était le tiers-théâtre. Et il a construit à partir de là ce qui est devenu International School of Theatre Anthropology, c'est-à-dire l'école internationale d'anthropologie théâtrale. Pourquoi? Parce qu'il était très tourné, comme d'ailleurs Grotowski, comme l'avait été Stanislavski aussi, ou même Brecht, par les arts d'Asie. Il trouvait que ces arts asiatiques produisaient des acteurs ayant une présence incroyable qui ne reposait pas sur les pratiques qui étaient en cours dans les pays occidentaux. Alors, il a eu l'idée, parce qu'il voyageait énormément, il a eu l'idée de construire, mais bon, ça ce serait trop long, mais c'est très amusant, la véritable histoire, de construire donc cette école internationale d'anthropologie théâtrale, dans laquelle il a invité, tout à fait au début, 200, 300 participants, comme vous, choisis pour leur motivation, et ce que l'on appelait des maîtres orientaux, c'est-à-dire des gens qui étaient dépositaires d'un savoir-faire, mais hérité, si vous voulez, hérité de l'histoire, comme les maîtres de Kabuki, de Kathakali, de Kinju, les balinés, etc., etc., etc. Bon. Et tous ces gens-là travaillaient de 6 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Et il avait aussi, autour de lui, c'était très amusant, ce qu'il appelait les intellectuels. C'est-à-dire, il y avait de l'argent à l'époque, hein. Il y avait un groupe de ses amis qui, comme moi, travaillaient à l'université, parce qu'après pas mal de péripéties, j'ai trouvé ma vie, enfin de quoi vivre à l'université, d'abord à l'étranger, et puis après en France. Et ces intellectuels étaient chargés, on avait du boulot, hein, de théoriser, de conceptualiser toute cette expérience-là.
et d'écrire là-dessus, de publier, etc. Il y a d'ailleurs l'œuvre de Barba, ou l'œuvre sur Barba, est absolument gigantesque. Gigantesque. Écoutez, c'est incroyable. Si vous allez à Holstebro, et d'ailleurs vous avez sur Internet le site de l'Odin Théâtre, qui est superbement bien fait, parce que là-bas, c'est le travail robot. Hein? Tout le monde travaille, ils ont archivé absolument tout, alors que Grotowski, lui, n'a pas beaucoup archivé, et vous aurez même des films, des documents, des bouquins, des articles. Même en langue française, on peut trouver beaucoup de choses. Ah oui, en langue française. À l'Entretemps, notamment, qui a beaucoup publié. C'est ça. Alors, l'Entretemps, c'est ça, ce qui était à l'origine, tout ça sont des militants. Patrick Pesin, à l'origine, c'était un dingue. Il dit un dingue parce qu'il n'avait pas d'argent, et il a créé une maison d'édition qui n'était pas du tout légale, d'ailleurs. Il a commencé à publier les premiers ouvrages de Barba en français, et puis après il a trouvé un autre dingue qui était un éditeur, Christophe Barra, celui-ci, qui a fondé l'Entretemps. On ne va pas faire l'histoire de l'Entretemps, de toute façon, ils sont morts. Oui, c'est ça, etc. La maison d'édition a fait publié. C'est pour ça, si vous voulez, que Barba est docteur honoris causa de 12 universités étrangères. 12, vous imaginez? Alors, moi j'aurais voulu te poser une question, mais je ne vais pas le faire. Sur l'apport de Barba à la question du sacré. Mais on ne va pas avoir le temps. Ouais. Donc on va juste laisser, on va avoir quelques très rapides minutes. Est-ce qu'il y aurait des interventions, des questions? Oui, là-bas. Voilà, c'est pas trop dilué. Bonsoir tout le monde, merci. En fait, c'était un grand plaisir en fait, de vous écouter. Tout d'abord, excusez mon mauvais français. Pour dire et pour rejoindre un peu ce qui a été fait, ce qui a été dit hier par Madame Telier, qui est aussi de Marrakech et qui parlait de l'Arabie, je voyais qu'il y avait un lien quand vous parlez aussi de l'imaginaire ou l'imaginaire créatrice chez Ibn Arabi et la capacité de l'imagination en fait à créer. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il m'est un peu étrange qu'un homme blanc européen parle de déconstruction, parle de décolonisation. Bien figurez-vous que c'est une grande lutte en ce moment au sud. Une anecdote par rapport au sud, c'est qu'aujourd'hui je découvre une carte médiévale de Chef Idrissi et qui est placée le sud au nord et l'Europe au sud. C'est extraordinaire. Juste pour dire que, et tout à l'heure aussi, ce matin, en fait, on parlait avec quelques camarades au Ouagadougou sur cette lutte de décolonisation qui a dépassé en fait l'espace physique, c'est-à-dire la lutte corporelle, à une lutte dans l'espace de l'imaginaire, c'est-à-dire que c'est une grande lutte de décolonisation et que les artistes peut-être sont anecdotiquement l'avant-garde. Je voudrais juste, qu'est-ce que vous pensez en fait en tant qu'Européen de cette position par rapport à la déconstruction? Qu'est-ce que vous pensez aussi d'Edouard Saïd et Spivak? Alors là, il faudra m'arrêter. Hein. Oui, par ailleurs, juste une parenthèse, on reviendra demain beaucoup sur Edouard Saïd, puisque Sonia Dayan, qui nous a rejoint, est une grande spécialiste de l'œuvre de Saïd et du militantisme décolonial et postcolonial. Oui. Si vous voulez, là, il faut déconstruire énormément de choses. Ça, certainement. Je fais juste une parenthèse à propos du soufisme. C'est que le soufisme me paraît justement bien représenter cette dimension du sacré, vous voulez, alors que les religions institutionnalisées, elles, ont tendance à passer, au contraire, non pas dans la spiritualité, mais dans l'orthopraxie. Bon. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le soufisme, comme dans d'autres traditions qui ne sont pas européennes, c'est la rencontre de la spiritualité et de ce que nous appelons l'art ou l'esthétique. La danse, par exemple, la musique,
À Fès, au Maroc, vous avez des orchestres de musique soufie assez extraordinaires et étonnants que l'on peut entendre lors du festival, d'ailleurs des musiques sacrées. À Fès, le festival de musique sacrée. Et ce qu'il y a de curieux, d'ailleurs, à ce propos, c'est que cette déconstruction, elle s'opère à l'intérieur même des religions institutionnalisées, mais avec énormément de difficultés. Mais elle s'opère aussi, cette déconstruction, qui est une déconstruction mentale générale, à l'intérieur des sciences. Tout à l'heure, je parlais de l'évolution de l'anthropologie, et même de la reconnaissance des écosystèmes comme modèle de la recherche. Parce qu'un écosystème, précisément, c'est un ensemble systémique, c'est-à-dire non pas additionnel, mais interrelationnel, où chaque élément, même le plus modeste, apporte quelque chose d'essentiel à la survie du tout. Vous voyez ? Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Et justement, ça me fait penser aussi à cette question très délicate que l'on appelle la radicalisation ou le fanatisme, qui est une notion trompe-l'œil et qui est un piège. Parce que le mot radicalisation ne veut rien dire. Ou si on le prend au sens strict, cela veut dire pousser à ses extrémités. Ce qui fait que la radicalisation de l'amour, ça serait le sacrifice de soi, mais par amour, constructif. Vous voyez ? Alors que dans la tête des gens aujourd'hui, quand on leur parle de radicalisation, ça veut dire au contraire destruction, ceux qui détruisent, qui est une absurdité. Parce que toute notion tout de même telle qu'on les trouve dans les sciences humaines, oscille entre deux pôles contradictoires. Vous voyez ? L'infini de l'imaginaire ou au contraire la fermeture et la clôture, y compris sur le plan biologique. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, à votre interrogation, sinon qu'il faut encourager tout ce processus de déconstruction, qui n'est pas un processus de déconstruction, agressive, pas du tout, mais cela implique une remise en cause, une discussion permanente entre les disciplines. En France, par exemple, les départements de théâtre sont distincts des départements de danse et de musique. Ce sont des départements avec des chefs de département, etc. Regardez par exemple le Kathakali. Dans quel département faudrait le mettre? Et ensuite, revenir à l'action, au contact sensible et physique, et non pas aux chimères. C'est-à-dire partir du concret pour aller vers l'abstrait et non pas l'inverse. C'est pour ça qu'en ethnocénologie, on croise le savoir-faire des praticiens et des scientifiques. On va s'arrêter là, mais je pense que la question sur la possibilité des arts comme avant-garde, anecdotique, j'aime bien l'expression, dans un mouvement postcolonial ou décolonial, on en parlera, et de Spivak et de Saïd, je pense qu'on en parlera largement et abondamment demain soir. Merci beaucoup Jean-Marie, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.